Merci une fois de plus d'être en notre compagnie. Bienvenue au cœur de votre émission Le Grand Soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h52 une fois de plus. Mea culpa pour le retard accusé pour le début de cette émission. Nous avons deux sujets à l'ordre du jour. On va parler une fois de plus de cet arrêté du préfet du Fundi qui fait les choux gras de la presse nationale et internationale. Les opinions sortent de partout, pour certains pour critiquer, pour d'autres pour applaudir cette mesure qui aujourd'hui est au cœur d'une controverse au Cameroun. On parlera également de l'industrialisation du pays. Vous le savez, c'est un projet, une visée, une vision du président de la République depuis quelque temps déjà, mais on tarde à voir l'action se matérialiser sur le terrain. Qu'est-ce qui bloque finalement pour qu'on ne puisse pas véritablement rentrer dans la séquence industrialisation du Cameroun? La question est également posée ce soir. Et bien entendu, on va échanger autour de ces sujets avec un panel, comme à l'habitude, trié sur le volet, un panel qu'on découvre juste après la transition. Le code d'accès est resté demeure le même, le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous avez l'opportunité de réagir tout au long de cette émission. Je le dirai jamais assez, notre plateforme Facebook Info TV Cameroun est également une opportunité pour les amoureux des tabloïds, peu importe où vous vous trouvez. Vous pouvez bien entendu apporter votre contribution tout au long de cette émission. Et du mieux que je pourrais, bien sûr, je rendrai solennel votre participation. Une fois que j'ai dit, on va dire bonsoir à Andy Lotoli sur ce plateau. Bien entendu, il sera la voix d'éco-citoyen puisqu'il en est l'un des leaders. Il se bat au quotidien pour que le Cameroun se porte bien. C'est un combat noble. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci Rosalie. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent à l'instant. C'est toujours un plaisir d'être sur votre magnifique plateau et surtout d'apporter nos réflexions, participer à la construction de notre pays, notre cher Cameroun. Merci une fois de plus d'être là. On va également accueillir sur ce plateau Simon Mbambou. Il est président national de l'UPIA, un parti dit de l'opposition au Cameroun. C'est un plaisir de vous accueillir. Bienvenue. Merci, bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne Info TV. Et bien sûr, Richard Tobolbaï, homme politique, est avec nous ce soir. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci Madame Rosalie. Je suis très content de faire partie de votre panel ce soir. Et tout en saluant chacun des très nombreux followers et aux téléspectateurs. J'insiste sur la notion de followers parce que au cours de la semaine, j'ai été approché par quelqu'un qui me dit je télécharge pratiquement toutes les vidéos YouTube de Info TV et je le suis. Et je vous ai vu un jour dans une de ces émissions-là. Ça m'a fait beaucoup plaisir de savoir que les gens, même ceux qui n'ont pas à leur disposition un téléviseur, font l'effort de se servir de les téléphones pour suivre ce qu'on dit sur ce plateau. Donc je salue d'ailleurs au passage ces followers d'Info TV. Je voudrais aussi rappeler que le Cameroun vient d'être sacré le pays le plus cher d'Afrique. Donc ce n'est pas un opposant politique qui le dit, mais ce sont les données de la Banque mondiale qui indiquent que le Cameroun est un pays trop cher. Est-ce que cela signifie que les Camerounais se portaient bien, qu'ils s'en sortaient bien et que le pouvoir d'achat leur permet de se prendre efficacement en charge? Est-ce que cela signifie qu'on est un peuple épanoui, enthousiasmé, un peuple voilà, qui se développe, qui avance? Je ne crois pas. Cela confirme tout simplement si vous les critiques, comme on voulait qu'on le dise, que nous avons toujours aimé ici, que nous sommes un pays naufragé, nous sommes un pays qui va tout droit au mur, parce que nous avons affaire à des gouvernants qui s'empêchent complètement du quotidien des citoyens lambda et qui se plaît tout simplement à faire envoler, à faire exploser les prix de tout, même de ce qui n'est pas nécessaire. Donc vraiment, je dis, encore une fois à nos compatriotes, nous souffrons, c'est une réalité, ce n'est pas la même chose partout. Le constat est là, que les gens le veulent ou pas, nous sommes un pays qui
est plus cher que tous les autres pays d'Afrique. Pour moi, c'est triste et ça ne doit pas être considéré comme quelque chose de normal. Il faut, n'est-ce pas, une prise de conscience par rapport à cela, une prise de conscience collective où nous devons nous dire, il y a quelque chose qui ne va pas, nous sommes en difficulté et nous avons besoin de réagir de la bonne façon et de la bonne manière. C'est-à-dire en allant s'inscrire massivement sur les listes électorales. Parce qu'il reste encore quelques jours. Je crois que ça court jusqu'au 31 août. Donc, qu'on se dépêche, nous avons besoin de ce voie-là pour prendre l'avenir politique de notre pays en main en 2025. D'accord, merci d'être là, Richard Tobolbaï. Et puis le quatrième, et non des moindres, c'est la voix du RDPC ce soir. Il est conseiller municipal du côté de Magassina. Eugène François Toundi est avec nous ce soir. Bienvenue, monsieur le maire. Merci, Madame Rosalie, pour l'invitation renouvelée. J'adresse mon bonsoir à mes copanélistes, mais je voudrais surtout saluer les citoyens camerounais qui ont conscience de ce que un État bien gouverné est un État où les citoyens sont respectueux des lois et des normes. Un État bien gouverné est un État où les citoyens, bien que jouissant des droits et des devoirs, bien que jouissant des libertés, savent que les libertés s'apprécient dans un cadre réglementé. Et je voudrais également saluer tous ceux qui pensent qu'un pays ne peut pas se développer dans le désordre, qu'on a besoin d'un minimum de rigueur pour permettre qu'on puisse se développer. Et je voudrais surtout et enfin saluer tous les citoyens qui ne sont pas dans la posture de contestation, dans la posture de faire des soulèvements dans notre pays, mais qui pensent qu'ensemble, avec les autorités qui nous gouvernent, nous devons réfléchir, nous devons travailler pour l'émergence du Cameroun. Et à l'horizon 2035 à l'horizon 2035 et même au-delà, parce que une fois développé en 2035, le travail ne sera pas terminé. Et je crois que, comme l'a dit le précédent orateur, l'appel à l'inscription aux listes électorales n'est pas seulement une question d'un parti ou bien de l'opposition. C'est une question qui est une question nationale pour laquelle nous sommes tous, n'est-ce pas, appelés, qu'on soit de l'opposition ou du parti au pouvoir, pour, n'est-ce pas, inciter nos citoyens à s'inscrire, parce que c'est justement à travers les urnes que le changement peut s'opérer et de façon pacifique. Et je crois que c'est vers ça que nous tous nous tendons, pour qu'on ait un pays qui vive dans la paix et que son développement puisse être une réalité. Je vous remercie. Escachami, je vous remercie. Comme si tu étais en train de faire le discours. Pour l'accueil, non? Je vous remercie pour l'accueil. Non, c'est la façon dont tu as chuté, quoi. Ça fait un peu mon discours est fini. Non, c'est pas un discours, c'est un échange. Merci. C'est un échange. Monsieur le maire, j'ai une préoccupation. Oui. J'ai entamé justement cette discussion avant le début de cette émission. Je lisais encore la dernière actualité qui nous informe que l'Union internationale du gaz a introduit le Cameroun dans la cour des grands. Désormais, on rejoint les grands exportateurs de gaz naturel liquéfié. On est 20e mondial, c'est pour dire que le nombre de pays dans le monde, on est quand même 20e mondial. On rejoint quelques 3-4 pays africains qui y étaient déjà. C'est une bonne nouvelle, on exporte autant le gaz et puis on a du mal à avoir un bon prix au pays. Qu'est-ce qui ne marche pas? Je pense qu'il faut déjà se féliciter que le Cameroun fasse partie de cette équipe restreinte des pays exportateurs de gaz. Oui. Moi, je n'ai pas encore l'information, c'est vous qui la donnez. Et je crois qu'il faut donc se réjouir pour comprendre que les politiques qui sont mises en place commencent à porter du fruit. Il ne vous échappe pas que le ministre de l'Industrie est au four et au moulin depuis quelques temps pour, n'est-ce pas, mettre en place des mécanismes qui permettent que on ait ce décollage au niveau du tissu industriel. Et si ça a déjà produit des résultats au niveau du gaz, il faut comprendre que c'est justement le travail qui est fait au quotidien, que très peu tardent à voir, parce qu'ils sont peut-être pris de myopie, mais c'est des réalités, et cela se voit dans plusieurs secteurs, autant au niveau agricole et autant au niveau du secteur gazier. On va voir les premières retombées qu'on peut apprécier sur la base des politiques publiques
qui ont été mises en place depuis au moins 2000 ans. Mon souci, c'est que ce n'est pas aujourd'hui qu'on commence à exporter. Hein. En effet. On exporte Et le prix n'a pas changé, 6500. On exporte depuis, on était en 2003 à 1,5 million de tonnes de ce combustible qui était donc exporté par le Cameroun. Et là, on est monté à 2,4 millions de tonnes, toujours exportées depuis février par le Cameroun pour ce qui est de l'année 2024. Donc, du coup, ça va grandissant. On ne fait qu'exporter. La question est pourquoi, pendant qu'on exporte, nous, à l'intérieur du pays, on a du mal à en avoir à un prix raisonnable qui puisse nous permettre également de respirer. Voilà. Je peux vous rassurer que cela n'est pas fait au hasard. C'est le fruit des calculs financiers. Peut-être que le Cameroun tire encore plus d'avantages à l'exporter. En exportant qu'en consommant soi-même, quoi. Et non, au prix qu'il donne au ménage local, il estime que c'est la contribution que les ménages doivent apporter. Peut-être que la part qui est vouée à l'exportation vise également à multiplier nos parts financières et que éventuellement le moment venu, ces prix pourront être à la baisse. Rassurez-vous, ce n'est pas fait sans réflexion. Il y a certainement une réflexion qui a été menée à la base qui permet de pratiquer encore ces prix. Mais le moment venu, les choses devraient rentrer à la normale pour les ménages au niveau local. C'est pour ça que, Madame Rosalie, notre pays est considéré comme le pays le plus cher. Pour dire qu'en réalité, il y a des possibilités de renverser la vapeur. Non, attendez, il y a des possibilités comme c'est la part que moi j'ai lu pour nous avons du gaz fini. Et il y a des questions, on continue à payer le gaz au prix de 6500, un prix qui est pratiqué depuis des lustres. Bon, c'est pour ça qu'encore une fois, il y a un problème, manque de volonté politique réel, un problème voilà, une désinvolture de la part du gouvernement vis-à-vis des conditions de nos populations. Mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'on produit du gaz et que ça n'affecte pas le rapport que n'est pas quand même le plus cher. Quand j'ai vu la information, c'est là. Vraiment, vous aurez cette information. C'est le groupe français Perenco qui gère l'unité flottante de liquéfaction du côté des Kribi. Donc, qui... Donc, en fait, il n'y a pas de volonté, mes vieux. Il n'y a pas de volonté, concédez-le. Nous le disons pas seulement pour nous, mais pour tout le monde. Hein. Quand le prix baisse, ça fait du bien à tout le monde. Ce que je peux dire par rapport à ça, qu'on exporte plus de gaz, il n'y a aucun mérite qui revient particulièrement à ce gouvernement. Il faut simplement dire qu'ils ont décidé de d'essorer toutes nos ressources, parce que c'est ressources naturelles. Il n'y a pas un effort supplémentaire pour qu'on ait ces ressources-là. Elles sont disponibles. Aujourd'hui, on les exporte et le malheur que nous avons, et c'est ce que il relève ici, c'est que si notre sous-sol produit autant de ressources, pourquoi ne pas en profiter? Bon, au-delà même, parlons simplement même du pétrole qui est longtemps exporté. Est-ce que vous aviez les données chiffrées des productions d'exportation des pétrole au Cameroun annuellement? Qui peut me donner le budget? Personne. Donc, le Cameroun a eu à peine à pouvoir accéder à l'ITE. Vous savez qu'une fois, il a été recalé. On a été recalé. Et aujourd'hui, quand on parle d'exportation des matières premières, des ressources minières, gazières et tout ça, personne n'a les données réelles. L'information nous avons là, ça vient de, je ne sais pas, vous parlez de la Banque mondiale, je crois, c'est ça. Nous n'avons pas d'informations, nous n'avons pas de données. Donc, pourquoi est-ce que vous êtes surpris? Vous ne devez pas être surpris. Le pétrole du Cameroun n'est pas exporté par le Camerounais, ne profite pas aux Camerounais. Si vous parlez du gaz, vous parlez autant du carburant. Parlez autant même du pétrole lampant, dont le litre se vend à 500 francs aujourd'hui, dans nos quartiers. Je dis 500 francs. Le prix officiel, c'est 350. Mais je mets quiconque au défi de me trouver un litre de pétrole lampant dans la ville d'Yaoundé à moins de 350 francs. C'est 500. Et c'est une petite transaction manigas qui s'arrange généralement avec les marketeurs, les gens des stations et les revendeurs. Bon, en tout cas, l'information est que grâce, parce que c'est le mot qui est écrit dans le document, grâce aux activités du français Perenco, le Cameroun intègre le classement mondial parce que c'est le français Perenco qui exporte notre gaz naturel liquéfié. Nous attendons encore la retombée. Et qui exporte? J'ai dit qui exporte. Je suis encore un producteur exportateur. Et je ne suis pas allé entrer là-bas. Ils sont installés à Kribino. Donc ils ramassent, ils sortent ça du pays. Pendant que nous, à l'intérieur, nous, on n'a pas de gaz. Ok.
Avançons, on va parler à présent, c'est peut-être une mise en bouche. L'information est arrivée et du coup, je me suis demandé, je continue à sortir 7000 francs chaque fois que je voudrais avoir une bouteille de gaz. Et pourtant, quand même, on a du très bon gaz qui est reconnu mondialement. On est quand même 20e au classement, c'est pas rien. Sur le plan mondial, on n'est pas en Afrique. Ça veut dire que... c'est une bonne nouvelle qui devrait nous réjouir, mais que nous, on ne ressent pas. Juste un peu de patience, on va arriver à... Mais on a affaire à un jeune qui a perdu la notion du temps. D'accord. Donc après 40 ans, on va toujours attendre, c'est toujours... Après 50 ans, ça sera la même chose. Non, c'est un problème, monsieur. Bon, soyez patient. C'est terrible. Soyez patient. Jusqu'à quand? Parce que, en fait, il faut que bientôt vous serez... Vous avez des citoyens qui vous disent... Vous avez jamais entendu ça? Quelqu'un qui dit vraiment, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider avec 1000 francs? Et il insiste sur le fait qu'il faut rajouter le frais de retrait. 1000 francs. Vous n'avez pas une idée de la misère dans laquelle ce peuple est plongé. Bon, j'insiste. Je peux te rassurer. Trop cher. Je peux te rassurer, Richard Tobolba, il m'arrive d'avoir besoin de 1000 francs. Voilà. Donc, ça m'arrive. Il n'y a pas un pays au monde où on n'a pas besoin de 1000 francs. Voilà, ça m'arrive. Moi aussi, Moi, je là où je suis, moi, j'ai besoin de 1000 francs. Bon, peut-être pour manger, tu parles de la proportion. Pour manger, c'est ça? Besoin de 1000 francs. Bon, ça arrive, mais quelqu'un... Ah non, ça peut appuyer ce que vous dites. À quel degré C'est profond. Écoutez, nous voulons que ça change. Non pas seulement pour les opposants, mais pour tout le monde. C'est quand même une réalité. Surtout le propriétaire. Bon, est-ce qu'on peut parler de l'arrêté du préfet? En passant, quand vous voulez parler, allez-y à fond, quoi. Ne murmurez pas. D'accord? Voilà. Donc, parlez, sentez-vous libre. Si vous avez peur qu'on vous accompagne dans la meuf ou la femme à côté, c'est pas grave. Mais exprimez-vous. Ne retenez pas vos propos. Toi, tu as choisi là où tu vas partir. Non, pour continuer dans le bas. Allez, l'arrêté du préfet, justement, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, presque tourné en dérision par certaines personnes désormais, pour certains qui ne comprennent pas exactement de quoi il en retourne, pour d'autres qui trouvent que c'est peut-être excessif, pour certains qui trouvent également que les contours de cette mesure n'étaient pas une nécessité à l'heure actuelle, et pour certains qui ont l'impression que c'est une forme de répression à l'endroit des leaders d'opinion au Cameroun, et pour d'autres, comme certains, ils disent que c'est un moyen de prévention pour éviter les catastrophes par la suite. Monsieur le maire, à votre avis, vous vous tenez de quel côté? Tout à fait, je me tiens du côté de la prévention. Et ce n'est pas parce que j'ai fait le choix, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Et en rappelant que l'autorité administrative est d'abord chargée du maintien de l'ordre. Et la mesure qui a été prise, il faut le savoir, n'est pas une nouveauté, comme cela semble être le cas pour certains Camerounais. L'autorité administrative, dans ses attributions de maintien de l'ordre, a toujours usé de la prérogative d'interdire de séjour un citoyen dans une localité. Pour tous ceux qui ont flirté avec l'administration ou alors avec le droit, ce n'est pas une nouveauté. Donc, dire que le préfet est en train de faire des choses qui mettraient à mal les droits de l'homme, dire que le préfet a manqué d'intelligence, dire que le préfet, c'est tout simplement faire preuve d'ignorance. Et comme malheureusement, les questions juridiques, les questions administratives sont devenues l'apanage de tout le monde et tout le monde peut se prononcer là-dessus, c'est regrettable. Mais de moi, en tant que citoyen camerounais, je vous dirais que le préfet a pris une mesure qui vise à prévenir l'ordre public. Aucun citoyen n'a jamais été menacé parce qu'il est de l'opposition. Aucun citoyen n'a jamais été menacé parce qu'il a fait des critiques. L'acte du préfet vise à prévenir aux gens qui vont au-delà de la critique normale, de la critique régulière, pour passer à des invectives, pour passer à des injures, pour faire des appels à l'insurrection, des appels au soulèvement. Et je vous dis, ce n'est pas une nouveauté. Le préfet ne l'a pas créé. Cette mesure, s'il y a une chose qu'on peut même reprocher au préfet, c'est peut-être de l'avoir fait sous forme d'arrêté. Il aurait dû simplement faire un communiqué à titre de rappel, parce que cela est valable sur tout le Cameroun, qu'on soit à Douala, qu'on soit à l'extrême nord, qu'on soit à l'est ou au centre. Toute autorité administrative, à l'heure où je vous parle, est à mesure, est garante, est capable de prendre une mesure interdisant de séjour un citoyen pour une période bien déterminée. Et cette mesure n'est pas une sanction judiciaire. C'est
c'est une mesure administrative. Donc, il peut faire recours, lorsqu'elle est prise sur un individu bien précis, peut faire recours devant une autorité, devant l'instance judiciaire, la cour d'appel, pour excès de pouvoir. Pour le cas, il n'a fait que rappeler. Voilà pourquoi j'ai dit, à mon sens, le fait qu'il ait pris un arrêté, et c'est là où je peux regretter, peut faire comme s'il a créé une loi. Il aurait dû juste le faire sous forme de communiqué pour rappeler aux gens que voilà ce à quoi vous vous exposez si vous continuez à vous exprimer de la sorte. Parce qu'il n'a rien créé. Pour tous ceux qui ont flirté avec le droit, cela a toujours été une pratique. Il n'a rien créé. Donc, penser que l'autorité administrative n'est pas dans son bon droit, c'est se tromper. Il dispose d'un pouvoir extrêmement vaste en matière de maintien de l'ordre public et on n'a pas énuméré le nombre d'actes qui peut être appelé à prendre. Il y a des gardes à vue administratives. Le préfet peut prendre autant, peut même mettre en garde à vue. Il n'y a pas une mesure visant l'ordre public que le préfet ne puisse prendre dans sa localité. Maintenant, lorsqu'elle vise particulièrement un individu, on peut l'examiner si elle a été prise en excès de pouvoir ou pas. Et c'est une autorité encore au niveau de la chambre administrative qu'on peut l'attaquer. Donc, de mon point de vue, un, on est dans la prévention. De deux, le préfet est dans son bon droit. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est le fait que ce soit un arrêté qui est le départ du problème. Puisqu'on le dit tantôt, la loi a tout prévu. On a des articles dans le code pénal qui sanctionnent déjà l'outrage aux autorités, ainsi de suite. Donc, logiquement, un communiqué, je ne suis pas sûr que ça aurait fait autant de bruit. Mais le fait d'en avoir fait un arrêté, peut-être fait aussi de quelques fautes, mais bon, un arrêté qui dérange un tout petit peu. On a l'impression, peut-être, hein, on peut se tromper, Angelo, que le préfet crée un nouveau film, une nouvelle histoire, où il se positionne désormais comme le juge de la liberté d'expression des Camerounais. C'est peut-être ce qui dérange un tout petit peu dans les contours de cet arrêté du préfet du Foundi. Madame Guessere, quand on écoute le préfet, on se limite à l'arrêté du préfet. Je ne vais pas entrer dans les méandres juridiques. Je ne suis pas juriste. Mais je sais qu'ils sortent d'une conférence des gouverneurs où un ministre de l'administration territoriale a engagé l'autorité administrative d'une manière globale sur l'étendue du territoire à prendre des mesures pour le maintien de la paix particulier en période préélectorale. Voilà le contexte. À la vérité, c'est 2025 qui se dessine, clairement. Et le malheur que nous avons au Cameroun, c'est que le ministre de l'administration territoriale est un homme politique, un fervent militant du RDPC, qui veut tout faire pour que son champion en 2025 passe comme une lettre à la poste. Et il va jusqu'à s'immiscer dans les activités des partis politiques. Les partis politiques se mettent en coalition pour créer ATP. Il fait des sorties pour dire qu'il ne veut plus entendre parler. Ça. Les partis politiques s'organisent en cuisine interne, comme le cas du PCRN. Il fait des sorties pour dire que c'est une histoire de nounou, une histoire de parents, de légitimité. Pourtant, on sait que les partis politiques appartiennent à leurs militants. En fait, ce qui se prépare, c'est l'élection présidentielle d'octobre 2025. Et comme le parti au pouvoir est coutumier du fait, les manœuvres les connaissent. Et là, nous sommes en phase de manœuvre préélectorale. Parce qu'il faut user de l'intimidation. Ça ne suppose sur aucune disposition juridique qu'on ait l'idée d'interdire aux acteurs politiques d'avoir des opinions. Monsieur Biya, en 42 ans de pouvoir, a été médiocre. Le dire, ce n'est pas une injure. C'est un constat qu'on peut faire sur la base d'une évaluation. Et si quelqu'un, un administratif, on peut le comprendre. Moi, je n'ai aucun problème avec le préfet, puisque il est dans une position où son patron lui a donné des injonctions et il fait son zèle, puisque le zèle commence d'en haut. Tous sont devenus des zélés. Lui, il sort de l'ENAM, on peut se dire qu'ils sont plus intelligents là-bas. Mais comme il faut faire du zèle, de la tête jusqu'au pied, ils sont dans un zèle excessif. Et moi, j'aimerais bien voir comment ça va se passer. On va dire, on va t'expulser du Foundi. Peut-être on va m'envoyer dans le Mbam. Là-bas, le préfet va me laisser tranquille. Ou on va m'expulser une fois du Cameroun. C'est de la blague. On est un état de droit. Le président Paul Biya a dit qu'il voudrait qu'on retienne de lui celui qui aura porté la démocratie. Pour le reste, laissons.
parlons de démocratie. Et le principe de la démocratie, c'est ces petites choses, c'est ce jeu. Ce jeu, et puis toutes ces manœuvres du préfet et autres, c'est simplement 2025. Et moi, ce que je peux leur dire, c'est que, au regard de ce qui se passe, on peut s'interroger, est-ce que monsieur le président de la République, l'homme mendiant de paix et l'artisan de la démocratie, est-ce qu'il est même au courant de ce qui se passe? Ou alors, il y a une bande qui est en train de prendre totalement le Cameroun en état. Parce que ce ministre est allé jusqu'à interdire les inscriptions le week-end. Il y a eu une levée de bouclier. Les Camerounais sont levés massivement en mai, en juin, pour s'inscrire massivement. Ils ont eu peur. Et ce même ministre a interdit le week-end les inscriptions. Pourquoi il interdit si les agents de l'ECAM sont disponibles? Je crois que il est de la responsabilité du peuple d'être conscient de ce qui se passe. Et nous, nos engagements, on a toujours prié pour une chose. C'est que finalement, le peuple qui est le souverain, qu'il soit l'arbitre de tout ce qui se fera. Parce que s'il reste les bras croisés, on ne sait pas où les politiques peuvent nous embarquer. Parce qu'il y a c'est un ras-le-bol qui se lie et qui se ressent du côté de l'opposition. Quand on vous empêche même de jouer le jeu électoral. Quand on a des manœuvres pour vous mettre tellement mal à l'aise. On a l'impression qu'ils veulent pousser certaines personnes à bout pour justifier ce qu'ils veulent faire derrière. Et ce sera dommage. Président Simon Mambou, Angelo Toueli pense plus à un esprit de répression caché derrière cette sortie du préfet qui vise un tout petit peu à museler les leaders politiques. Lorsque l'on sait quand même que l'univers politique est un univers très violent, très tendu partout dans le monde, lorsqu'il y a des intérêts comme ceux-là, avec des enjeux aussi énormes qu'une présidentielle ou des postes de députés et de maire, on sait très souvent que ça génère beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie et beaucoup de tension. La preuve, Donald Trump a reçu un coup de feu. On a quand même des sorties, par contre on souhaite voir ça au Cameroun. Ça peut montrer un tout petit peu à quel point ça peut être encore plus fort ailleurs. Est-ce que avoir un climat où des gens échangent, peut-être avec beaucoup de volonté ou des descriptions de certaines réalités, doit justifier qu'on ait envie de dire qu'on ne peut plus s'exprimer? Oui, l'acte pris par monsieur le préfet démontre simplement la fébrilité du régime au lendemain des élections. Je ne peux pas, je veux que nous constations ensemble, c'est-à-dire que nous tirons les conclusions si c'est une répression ou c'est la prévention. Là, je vais convoquer tout simplement le préambule de la Constitution, si vous me permettez. Bien sûr, je vous le permets. Dans le préambule, on parle le peuple camerounais proclame, au paragraphe 3, la liberté et la sécurité sont garanties par chaque individu dans le respect des droits d'autrui et l'intérêt supérieur de l'État. Le 4e paragraphe dit « Tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et se déplacer librement, sans réserve des prescriptions légales relatives à l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité publique. » Le 7e paragraphe dit « Nul ne peut être contraint de faire... » Sous réserve, pas sans réserve. Sous réserve. Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas. Parce que moi je suis curieux de savoir comment est-ce que le préfet va pouvoir procéder pour pouvoir nous expulser du Fundi, parce que simplement nous avons exprimé notre droit. Là je chute très rapidement, je vais au paragraphe 13. Nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, de ses opinions ou croyances en matière, à la matière religieuse, philosophique, politique, sous réserve du respect de l'ordre public et des bonnes mœurs. Et pour sortir, la liberté de communication, liberté d'expression, liberté de presse, la liberté de réunion, liberté d'association, liberté syndicale, le droit de grève sont garantis par des conditions fixées par la loi. Alors, ce que monsieur le préfet lui prend comme acte, c'est vrai déjà que son camarade de parti l'a reconnu en disant qu'il aurait dû rappeler simplement par un communiqué, au lieu de prendre un arrêté qui menace, en fait, la cible c'est les opposants, les politiciens et les médias. Pourtant, nous savons qu'il y a un organe qui est chargé de réguler les activités des médias, qui est le CNC, Conseil national de communication. Nous savons qu'à côté de ça, nous avons tout un arsenal juridique qui réprime lorsqu'on est
on se met en marche de la loi. Je parle par exemple de l'article 153. Et 154, pour ce qui est de voilà, l'outrage. outrage au président. Voilà. Et aussi, il y a aussi l'article 177 qui parle en fait qui parle de l'interdiction de résidence. Parce que le préfet parle de l'interdiction de séjour temporaire. C'est encore mieux. Séjour. La nuance est encore bien à relever. Très bien. Maintenant, il faut qu'ils nous disent exactement parce que moi, je suis résident dans le Founzi. Je ne suis pas de passage dans le Founzi. Je suis né dans le Founzi. Je réside dans le Founzi. Je mène mes activités dans le Founzi. Alors, si pour mes positions ou bien mon opinion politique, je dois être expulsé temporairement Pour aller où? bon, on ne sait pas, parce que si on m'envoie dans la même fois et que le préfet de Moufouamba va prendre les mêmes dispositions, on Ça, va c'est du m'envoyer à pays. l'Ombam, peut-être là-bas on prend la même disposition. Est-ce que je vais aller finalement? Ça, c'est du Donc, pays. ça, ce sont des attitudes, des manœuvres liberticides. C'est-à-dire qui restreint, qui violent même la sacralité du droit à la démocratie. Parce que la démocratie, c'est le pouvoir au peuple, pour le peuple et pas le peuple. Ça traduit en fait que le préfet, pour l'instant, pas seulement le préfet, quand je parle du préfet, je parle même du MINAC, pour l'instant, ont une certaine crainte. C'est-à-dire on a peur de ne pas pouvoir maîtriser l'engouement que les Camerounais ont démontré depuis qu'on a appelé aux inscriptions massives chez les électorales. Ils sentent qu'il y a un engouement. Ils ont peur de ne pas pouvoir maîtriser justement cet environnement avant les élections, pendant les élections et après les élections. Et laissez-moi vous dire, ça ce n'est qu'une goutte d'eau dans ce qui arrive. Parce que je suis sûr et certain que les jours à venir, si on laisse passer, parce qu'on va attaquer cette décision. Comme je le disais tout à l'heure, on dit à l'article, au paragraphe 10, la loi assure à tout homme le droit de se faire rendre justice. Donc nous sommes en droit, nous appuyons sur la loi fondamentale du Cameroun, d'attaquer la décision du préfet là où il se doit. Ben, ce qui est sûr, c'est qu'on l'a dit, il a d'ailleurs dit à l'entame que c'est attaquable. Donc, vous pouvez bien entendu attaquer cet arrêté du préfet si vous jugez que ça met à mal le fonctionnement de votre mouvement. Richard Tobolbaï, votre appréciation, prévention ou répression, à votre avis? C'est peut-être une agression, hein, à la limite. Parce que, oui. Vous vous sentez agressé par cette arrêté? Agressé. Vous voulez que je me sente comment quand je viens comme ça sur un plateau de télé? Je pense, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce qui rentre dans ces registres-là qu'ils considèrent comme des discours dangereux? C'est quand même un peu... voilà, des outrages, de ceci. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un code? Est-ce qu'il y a un référentiel? Est-ce qu'il y a, si vous voulez, un dictionnaire qui plante le décor, qui indique ce qu'il faut dire et ce qui ne doit pas être dit? Voilà une bonne question. Bon, moi je dis, non, je dis, on rentre là. C'est que si on voulait entrer dans un contexte où on voulait en quelque sorte amener les gens dans une espèce de pensée unique, ce qu'on allait faire n'allait pas être différent de ce qu'on est en train de voir là. Ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, au fond, je perçois une volonté assumée de la part du gouvernement, si vous voulez, de piétiner le droit à la manifestation reconnu au peuple. C'est un droit garanti. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il est évoqué l'idée d'une manifestation, quel que soit les cas, si ce n'est pas une marche de soutien à M. Biya, alors c'est considéré comme, si vous voulez, une insurrection, atteinte à la sécurité de l'État, on invente toutes sortes de choses. Je rappelle que, vraiment, nous devons, la même loi qui donne au préfet l'autorité de faire ces sanctions-là, cette même loi donne au peuple, à la population, de manifester s'il en voit la nécessité et l'urgence. Donc moi je considère que c'est une agression. Ça c'est la première chose. Et ce que je veux dire c'est que vous ne voulez pas qu'on vous outrage. Vous ne voulez pas qu'on dise des paroles dures et tendues contre les institutions et ceux qui les incarnent. Vous ne voulez pas ci, vous ne voulez pas ça. Mais qu'est-ce que vous voulez donc? Vous voulez des félicitations, c'est ça? Vous voulez des ovations? Vous voulez des marches de soutien à Biya? Par qui et en vertu de quoi? Vous avez plongé ce peuple dans la misère, dans la pauvreté. Et comme je le disais à l'entame de mes propos, nous sommes le pays le plus cher d'Afrique. Ça ne suffit pas rien. Et avec ça, vous attendez que le peuple vous félicite, qu'il
qui sortent faire des manifestations pour soutenir M. Biya. Pourquoi? On n'a ni route, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Et vous voulez qu'on aille dire merci à Biya sur la base, on le remercie sur quoi? Donc moi je suis désolé. Et parfois je suis un peu choqué de voir des gens qui viennent dans le Prado, qui ont les Prado de 100 millions, pour venir donner des leçons de civisme et de patriotisme à des gens qui réclament du pain, qui veulent à boire, qui veulent que de l'eau, de l'électricité dans leur maison, dans leur ménage. Et on vous considère, à la limite j'ai l'impression qu'à un moment donné, on est prêt à nous traiter comme des étrangers dans notre propre pays. Je me sens mal, j'ai des problèmes, mais je ne dois pas parler parce que ce serait une atteinte à la sûreté de l'État. Vraiment, moi je dis qu'il faut qu'on arrête un peu ce genre de choses. Et aujourd'hui, j'ai un peu envie de dire aux gens de RDPC que vos enfants à vous, n'est-ce pas, qui ont le master, qu'ils aillent aussi devenir des veilleurs de nuit, des vigiles, pour espérer avoir 40 000 par mois comme nous autres. Et je verrai si à la fin de cela, vous allez toujours continuer dans votre louange à ce régime en place et autres. Que vos enfants qui ont le diplôme d'ingénieur, qui sont médecins, hein, qu'il a aussi passé, qu'il a aussi passé toute une journée sous le dos d'une moto pour espérer rentrer avec 3 000 francs pour aller gérer sa part de petite famille. Donc je dis, les gens ont ras-le-bol, les gens ont mal, et les gens ont le droit de manifester. Et je dis, je suis contre cette attitude qui veut supprimer ce droit à la manifestation à ce peuple. Nous sommes chez nous, nous sommes dans notre pays, et nous avons le droit. Et puis une chose, ce que vous oubliez, c'est que M. Biya qui est là, ce ne sont pas les autorités qui l'ont mis là, c'est le peuple. C'est ce peuple-là. Comment est-ce que vous allez faire pour les séparer? Je dis, ce n'est pas responsable, ces actions ne sont pas responsables. Et quelque part, je fais mieux les paroles de mon compagnon, parce que disait tout à l'heure, quelque part, il y a des gens, c'est normal, il y a des gens qui, quelque part, ils souhaitent même ce soulèvement-là pour mettre en œuvre un agenda caché qu'on ne veut pas. Mais qui a voté Biya? Qui a voté Biya? Pourquoi vous voulez montrer la paix, s'il y a la paix, c'est que tout le monde veut la paix, c'est que nous voulons la paix. S'il y a la paix, ce n'est pas parce qu'on a peur. Mais du moins, vous ne pouvez pas empêcher aux gens de parler. Venir sortir un communiqué comme celui-là pour interdire aux gens, je ne sais pas. Parce que d'abord, une chose, votre ministre, vous avez d'abord... Attendez, laissez-moi parler, vous avez un ministre de la communication. Je vais faire un exemple ici. Quand votre patron, quand votre ministre de la communication dit qu'il est le moulinette, vous voulez qu'on réagisse comme le patron du préfet, quand le patron du préfet dit qu'il est le moulinette, vous voulez révolution le peuple comment? Vous voulez qu'on vous applaudisse? Je ne pense pas. Vous voulez qu'on dise? Non, mais je le ministre a dit on a fait toucher ça. D'accord. Mais je suis désolé. Il y a des cas. Je suis désolé. Et je pense que non. Je suis désolé. Il fait l'amalgame. Non, je ne fais pas l'amalgame. Je suis l'amalgame de la mauvaise foi. Arrêtez. Ils n'ont pas de sang. Non. Dans ce pays, il n'y a aucun pays au monde où on a dit que liberté veut dire libertinage. La liberté a tout été exercée dans un cadre réglementé. Et l'arrêté n'a jamais eu pour objectif de vous empêcher de parler ou de vous demander d'applaudir. C'est un arrêté. Attendez, jamais. C'est un problème. Quelles sont les paroles qui doivent être arrêtées? Quelles sont les paroles qui doivent être arrêtées? Il y a une agenda consultive. Mais comme vous avez l'objectif, je vais vous dire, comme ont pour objectif de vous déduire, comme vous n'allez pas c'est à quoi on s'expose. Vous empêchez de parler pourquoi votre discours vous a dit qu'on vous félicite alors qu'on fait ça, on l'a demandé. Vous voulez qu'on vous demande tout simplement d'exercer votre droit au cas du aucun citoyen ne pas le pays par rapport à cette opinion. Je vais parler comme j'ai envie de parler. Et il y a des il y a des canons pour parler. Non. Soyons sérieux. Ce n'est pas à vous de dire que c'est pas à vous d'apprécier. C'est pas à vous d'apprécier. Parce que nous refusons. Ce que vous dites, c'est que nous refusons. Rien ne vous garantit que.
maire. Je reste avec vous. Vous avez dit quelque chose qui a les expressions et les manières de parler qui sont attendues. Ce sont lesquelles? Qui sont attendus. Voilà. Qu'est-ce qui lorsque un opposant s'exprime, il est attendu de lui de faire une critique objective, pas des invectives, pas des insultes. Exemple, vous me la leçon. Pas des insultes, pas des appels au soulèvement. Tout ce qu'on doit punir par nos lois. Donc le président, le prophète ici, ne fait que attirer l'attention. Quand il ne faisait même pas lui, la justice le ferait. Réclamer de l'eau. Parce que une infraction, ils le savent. Ils le savent bien. C'est très bien que la population soit informée. Donnez-moi une seconde. Désolé. Moi, j'ai besoin. Vous savez, les gens s'expriment tous les jours. J'ai besoin de quelques exemples de ce qui est considéré comme des propos dangereusement outrageants pour les institutions. Parce que l'outrage, je connais. Mais maintenant, à quel moment c'est dangereux? Puisqu'apparemment, il y a sûrement un intervalle prévu pour le niveau où ça devient dangereux et le niveau où ça ne l'est pas. Donc, quels sont les premiers, par exemple... Sur ce plateau, un mot dangereux a été utilisé. Lequel? Monsieur Biya n'a jamais rien fait pour que ce pays se développe. C'est dangereux. Qu'est-ce que c'est dangereux? Oui. Non, c'est ça que je vous explique. Pourquoi? Il est dangereux. C'est parce que... On va dire quoi? Qu'il a tout fait, qu'il a beaucoup. Je suis désolé. C'est dangereux. Mais ça n'est dangereux parce que c'est un jugement de valeur qui se repose sur rien. On peut le dire autrement. On peut dire que M. Biya, en 42 ans, n'a pas apporté sa satisfaction. Mais lorsqu'on affirme, oui, et là je parle en juriste, et non, moi je veux dire les gens qui ont son quartier. Quand on dit que M. Biya n'a pas la volonté en 42 ans de votre pays, c'est un jugement dangereux. Et en plus, c'est pas le droit des médias. Il n'a pas fait que dire que, de mon point de vue, j'ai le sentiment qu'il n'a pas apporté satisfaction. De comprendre. Parce que c'est sûr, qu'il parle, on accepte l'information par voie des médias. Le caractère est un tout petit peu. Donc si je comprends bien, on va donc envoyer tous les Camerounais à l'école pour qu'ils aient un français soutenu, qui corresponde à ce qui est attendu, parce que je suppose que chacun s'exprime selon son niveau de scolarisation, et pendant que moi je peux dire j'ai besoin de me nourrir, quelqu'un m'a dit j'ai faim. Voilà. C'est malheureusement là le danger qu'on trouve au Cameroun. De donner la parole à tout le monde sans savoir que ce dont il parle a des conséquences au plan technique. Le droit est une intérêt que vous faites. Le droit n'est pas une littérature. J'ai une dernière question. Donc si je comprends bien, si quelqu'un dit Paul Biya n'a rien fait depuis 42 ans pour le Cameroun, et que l'autre dise Biya n'a pas atteint un degré satisfaisant, pour moi, il y a une différence. Il y a une différence. La différence, c'est l'un a exprimé un sentiment, l'autre a fait une affirmation. Mais c'est toute la nuance. Il n'y a pas de c'est toute la nuance. Ceci, quand notre gars exprimer un sentiment et faire une déclaration. Moi, je demande juste, oui, c'est pas des arguments qui peuvent accompagner ce qu'il a dit. Le conseil peut nous mettre qu'il y a des choses qui n'ont pas marché. Mais la manière de le dire, c'est là où on trouve le propos dangereux. Donc vous jugez la forme. Oui, alors il y a tout ça, se comprend en droit. On est en droit. On est pas en littérature. Donc le droit, les mots ont un sens. On est à travers, on se fait après quand on est au d'accord. Donc M. Toueni, désormais, il est question de s'exprimer en compte du fond et de la forme. Je ne parle pas des autres. Madame Guesselet, je vous ai dit ici que... Parce que moi je veux comprendre. Elle s'est arrêtée par tous les moyens. Parce que moi j'ai... Madame Guesselet. De faire parler les Camerounais. Allez-y. Madame Guesselet, nous ne sommes pas en droit. Ah, c'est vous qui pensez. Monsieur le ministre de l'administration territoriale ne se comporte jamais comme quelqu'un qui comprend le droit. Voilà. Il se comporte comme un quartier qui fait des menaces à tout moment.
il parle de Molinex, il parle de serpent, Oui. il parle de nanou, les abeilles. il a un jargon qui est un jargon du quartier. Voilà. Et c'est la position d'un homme politique, un militant qui a porté le pagne, qui a marché longtemps. Donc il est dans une position où il doit défendre son parti, son gombo, son gâteau. C'est de ça qu'il est question. Et il est en train de faire du zèle pour empêcher, pour prendre en otage tout un pays au fin de 2025. Et quand vous parlez de droit, est-ce qu'il est normal que le ministre vienne s'ingérer dans les affaires d'un parti politique et dise que lui ne va jamais accepter que les nounous arrachent les bébés, parlant de l'affaire PCRN avec le cas Kona? Est-ce que juridiquement c'est logique? Vous, le grand juriste, est-ce que c'est logique ce genre de sortie de piste du MINAT? Non. Mais comme c'est un politique, il a toujours un discours politique. Et moi, je me comporte ici comme un politicien. Je lui dis qu'il ne peut pas m'empêcher d'avoir mon opinion. J'ai le droit de faire mon analyse. J'ai faim, j'ai pas de route. Et quand je fais le constat, je vous ai parlé tout à l'heure en off, qu'il y a le ministre français de l'économie, le maire. Il dit qu'il a fait 7 ans en poste. C'est exceptionnel. C'est 7 ans en poste, il a 365 conseils de ministres. La France est un peu le même système camerounais. Il y a un président de la République, le système est présidentiel. Il y a un premier ministre qui est véritablement chef du gouvernement là-bas. Néanmoins, le président reçoit chaque semaine ses ministres pour s'assurer de la synergie, pour s'assurer que la vision qu'il a, ce qu'il a proposé aux Français est en train d'être mise en œuvre. Et toutes les semaines, il le fait. On est dans un pays, la dernière fois, il y a un conseil ministériel, c'était quand? Quand on dit que monsieur Bien ne veut pas travailler, c'est un bon feignant. Vous nous dites qu'on est dans l'outrage? C'est pas vrai. Quel est le rôle du chef de l'État? Il doit assurer la coordination de l'action du gouvernement. Parce que c'est lui qui a le pouvoir. On est un pays pour faire le moindre mouvement. Il faut nous mettre en branle 4 départements ministériels. À quel moment on va assurer la synergie? Les gars sont tellement oisifs qu'ils passent le temps à être des bons voleurs. Ils commencent à chasser les budgets et rien ne bouge. Et si on dit que M. Biya a été un incapable pendant tout ce temps, vous nous dites que vous allez me faire, vous allez me mettre hors du foudre, mais envoyez-nous vous allez vous envoyer. Vous pensez que vous allez prendre les camerounais, vous les rendre les chefs? Notre misère, on accepte même la misère là, on accepte la souffrance là. Mais vous poussez au bouchon, vous mourrez à tout moment. Vous voulez que vous devenez quoi? Vous voulez que le peuple se soulève une seule fois? De toute façon, je vous ai dit qu'il y a une façon d'exprimer. C'est le ras-le-bol. C'est le ras-le-bol. Vous ne pouvez pas de vous empêcher de parler. Nous ne sommes pas d'avoir des revendications citoyennes. Il n'a jamais été question de vous dire ne parlez pas du tout. Mais quand vous vous exprimez, sachez qu'il y a des limites. Il y a un cadre. On n'est pas dans une arène qui n'est pas réglementée. La réalité, c'est que... Mais c'est réglementé. Effectivement... Est-ce que le ministre a fait la réglementation? Mais qui nous dit que lui... Le cas du ministre dit qu'il n'est pas justement... Ils ont respecté la réglementation. Justement... Que vous dites que c'est l'état de droit? Bien sûr. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Mais c'est que vous dites que moi, de mon avis personnel, je cautionne quand un membre du gouvernement fait mal. Qui vous dit? L'erreur, c'est de comprendre que, comme l'autre a mal fait, c'est mal fait. C'est là l'erreur. Laissez-moi vous dire que, pris individuellement, chaque acte est justifiable, chaque autorité est justifiable. Quand le MINAT est dans l'erreur, il ne faut pas être marabout pour dire qu'il a raison. Quand il a tort, il a tort. Et moi, je vous le dis. Autant, vous avez vu, un ministre des Finances refusait de son côté. Que je veux dire qu'il a fait. Quand c'est bien fait, et c'est ça le rôle de la télé, éduquer les masses. Quand c'est bien fait, il faut dire que c'est bien fait. Je ne peux pas vous dire que c'est le maire. Quand le ministre vous a insulté, aussi vous devez l'insulter. Au contraire, vous avez des voies de recours. Non, vous avez des voies de recours. Monsieur le maire. La politique n'est pas une arène. Il s'agresse. C'est une erreur. Quelqu'un vous explique, quelqu'un vous met à voir des moyens a été neutralisé. La politique est réglementée. C'est une erreur de Codicot quand la politique est permis. C'est faux. Pour ceux qui ont fait ça, politique savent que la politique a des règles. C'est pas l'endroit où on fait tout ce qu'on veut. C'est une erreur et que beaucoup ont adopté un peu. La politique n'est pas réglementée. Monsieur le maire, c'est mon temps de parole. Laisse-moi me finir. Oui. Le droit, c'est quelque chose. La politique, c'est autre chose. Du tout. Et ce que
nous constatons avec le ministre de l'administration territoriale, parce que c'est lui qui a donné du zèle à ses préfets. Tout simplement, il a donné les instructions. Et quand il parle de nous, tout le monde rit. C'est-à-dire que même les gens qui sont plus intelligents font du zèle. Ok. Et ce zèle, c'est la position, pas d'un administratif. Parce qu'un administratif doit être impartial. Il prend des mesures dans le sens du maintien de l'ordre public. Mais quand un administratif ne sait pas que le ministre est un administratif et passe le temps à faire de la politique, prend des mesures pour pouvoir mettre mal à l'aise les acteurs en face, les écarter, parce qu'il veut se donner du boulevard, on n'est plus en démocratie. On est dans une forme de dictature et c'est des abus et des abus. Vous avez des moyens de recours. Les moyens de recours. Vous avez des moyens de recours exceptionnels. Oui, nous avons des moyens de recours. Pas l'appel au soulèvement. Mais personne ne fait l'appel au soulèvement ici. Nous donnons nos opinions. Et nous n'allons jamais féliciter M. Biya pour son bilan. Et actuellement, même, c'est pour M. Biya qui a logé tout ce qu'on vit là. Je crois qu'il y a une bande là qui est en train de nous préparer quelque chose. En tout cas, nous sommes au Cameroun. Même s'ils vont nous expulser au Tchad, on va observer, on verra ce qui va se passer. De toute façon, moi, Mambou, vous avez la parole là aujourd'hui. On a plus l'impression qu'à chaque sortie officielle au Cameroun, la pression monte un peu plus, la tension monte. Est-ce que finalement ce qu'on craint ne peut pas finir par arriver à coup de face à face, comme ce qu'on observe au Cameroun? On a l'autorité d'un côté et puis la politique de l'autre côté. Il parlait tout à l'heure de la reine politique qui est celui de notre pays en ce moment, qui voudrait qu'on ait de grosses tensions et qui existent déjà. Est-ce que le moment n'est pas venu de mettre un peu d'eau dans vos vins, de sorte qu'on puisse créer un environnement, un jeu politique ouvert? Enfin, moi je constate que les différents chefs d'État sont dans un mimétisme de la hiérarchie. Oui. C'est-à-dire tous les préfets et sous-préfets ne peuvent aller, puisqu'il y a eu une réunion des gouverneurs. Conférence des gouverneurs, oui. Et les consignes ont été données. Donc, mais moi j'ai l'impression, ça c'est personnel, c'est un sentiment personnel, qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. C'est-à-dire qu'ils veulent absolument pousser le peuple dans la rue pour mettre en exécution un agenda caché. Ça, c'est mon sentiment personnel. Regardez par exemple ce qui se passe dans un pays un peu loin d'ici, le Kenya, là où la population est dans la rue depuis des semaines. Ici, on a augmenté les frais des cartes nationales d'identité. C'est-à-dire le paiement d'abord qu'il y a, on ne vous délivre pas. Et après, on vous dit les impôts de timbre de la carte passent à 10 000. Il y a ce ras-le-bol. On n'a pas d'électricité. On n'a pas d'eau. On a les problèmes avec les sociétés de téléphonie alors que nous avons une agence de régulation. C'est-à-dire les Camerounais sont en bout. Tout est cher sur le marché. Il n'y a pas de route parce que les nourritures pourrissent dans les plantations. Ça n'arrive pas à remonter dans les grandes agglomérations. Mais jusque-là, on ne fait que pousser les Camerounais vers des violences verbales. Parce que là, maintenant, c'est la violence. Nous sommes dans la matérialisation de la violence qui est enfouie à chaque citoyen aujourd'hui. Est-ce que ça serait finalement même bénéfique de vous laisser vous exprimer, justement? Mais justement, on nous Monsieur le maire l'a dit tout à l'heure. Il a dit qu'il y a des cas de règlement. J'ai voulu lui poser la question et c'est l'occasion pour moi, mon temps de parole, de lui poser la question, même comme ce n'est pas moi qui dois poser les questions. Comment est-ce qu'on peut donc s'exprimer en tant que politique? Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez imaginer le nombre de déclarations que nous faisons pour des manifestations, pour nous exprimer politiquement, pour nous adresser aux électeurs, pour nous adresser au peuple, pour nous adresser à la population et qui sont rejetés. La loi même dit, parce que vous avez tout à l'heure parlé on ne peut pas attaquer ces décisions, ça c'est clair. La loi même elle dit, lorsque vous déposez une déclaration de manifestation, l'autorité administrative vous répond là, ou à défaut, si les mesures de sécurité ne sont pas garanties, vous faites une proposition. Ça n'a jamais été le cas. Systématiquement, on rejette votre demande de manifestation. Et du coup, on vous étouffe. On vous empêche de parler. Pour l'instant, ils n'ont pas encore la possibilité de bloquer les réseaux sociaux parce que tout se passe maintenant actuellement dans les réseaux sociaux, dans des différents canaux, on a dit WhatsApp et des différents groupes. Là où les gens essayent de se défouler. Mais je vous assure, à la lueur où le vont les choses, il y aura des déflagrations.
et personne en ce moment. Je n'appelle pas Je voudrais l'insurrection. vous donner Parce que une la loi réponse. qui condamne l'insurrection, justement, c'est l'article 116 Voilà. du Code pénal Voilà. et qui condamne de 10 à 20 ans. Voilà. Et l'hostilité pour la patrie, Et qui c'est condamne de et c'est le nom de 2014 Qu'ils ont voté, je voudrais vous donner la réponse de 2018 sont les cadres. C'est le voix, il faut tuer les lois. Le Parlement est acquis à la majorité du Stade. Je voulais vous donner une réponse. Et je crois que, au-delà de tout ce que je peux dire, vous êtes celui qui comprend mieux la problématique. Et je vous prie de former vos militants dans ce sens. Parce que vous-même, quand vous avez lu tout à l'heure la loi, elle est parlé sous réserve de. Sous réserve de. Ça veut dire que quoi? Liberté ne veut pas dire libertinage. D'accord. Et quand vous vous exprimez, je peux vous garantir, je n'ai pas consulté un préfet ou quelqu'un pour venir ici. Il ne vous est pas interdit de critiquer le parti au pouvoir ou le gouvernement. Ce qu'il vous interdit de faire, c'est de passer aux insultes, aux provocations, aux appels au soulèvement. Personne ne vous enlève le droit de critiquer comme un citoyen normal peut apporter des observations à la marche du pays. Mais dès que vous y mettez des affirmations, des déclarations, quand vous ne pouvez pas documenter, quand vous ne pouvez pas justifier, vous êtes dans des postures qu'on peut juger dangereuses. Il n'est pas question de vous dire que ne parlez plus jamais du régime. Non. Critiquez le régime de manière objective, avec des éléments respectueux. Mais ne savez pas que la réalité. Vous passez dans l'insulte, on peut vous démontrer par des techniques juridiques. Vraiment. Ici, là, vous êtes en porte-à-faux. Moi, je vous comprends. Quand vous entendez parler, vous n'êtes pas seulement en marge de ce qui doit être dit. Mais ceux de vos camarades, parfois même juristes, mais qui pensent qu'il faut emballer l'opinion, comme l'opinion ne sait rien, il faut emballer l'opinion. Et puis je veux dire une chose, pour sortir, mais je suis scandalisé. Vous donnez l'impression que quand les gens passent s'inscrire sur l'électoral, ils le vont seulement pour l'opposition. Mais que non. Le RDPC enregistre chaque semaine par milliers des gens sur les électorales. Nous ne sommes pas. Ne donnez pas l'impression aux citoyens que quand on dit insurrection électorale, c'est l'opposition qui est en train d'inscrire. Et c'est une erreur. Et avec la conséquence que plus tard, quand le RDPC va encore gagner légalement, vous allez crier ne donnez pas l'impression, sans donner, vous n'allez gagner, sans éléments, que ceux qui peuvent s'inscrire pour vous. Mais je vous ai compris. Vous allez dire, formez vos militants. Oui. Merci. Dans quelles conditions que nous pouvons former nos militants lorsque nous n'avons pas nécessairement la possibilité de nous réunir? Les sous des recours, président, cette décision. les sous de la justice, elle est président des recours, le président de la justice au RDPC, ce sont les préfets, le président des sections, le préfet. C'est-à-dire qu'il fait, il y a devant de recours les actions, ça fait grandir la justice des péchés. C'est mieux que ça. Vous parlez en tant que S'il vous plaît, Michel, on comprend. Il y a des autorités véreux qui font des choses qu'on ne peut pas tolérer. Vous avez donné partager un sentiment personnel. Je dis et je répète, je pense très bien qu'il y a un plan audit par les gens du système RDPC. Moi, je ne sais pas en dire parce que je n'en sais rien. Le peuple, parce que tout ce que vous êtes en train de faire, c'est de la provocation. C'est-à-dire, c'est pousser le peuple au ras-le-bol. Et lorsqu'on va descendre maintenant, je vous assure que ce n'est pas un président de parti politique, ce n'est pas un leader de parti politique qui appellera le peuple à descendre. Souvenez-vous de février 2008. Quand ils vont descendre, ils vont manifester, vous allez chercher maintenant les textes que vous allez pouvoir couper, vous n'allez pas trouver. Mais je suis certain que vos actions que vous menez là, oui. c'est à dessein. C'est à dessein. D'accord. Je suis d'accord. Ce que je disais, c'est quoi? C'est que il y a une chose que M. le maire a dit tout à l'heure qui m'a vraiment choqué. Il a dit qu'il faut avoir un certain niveau d'éducation pour pouvoir s'exprimer au plan politique. J'ai dit, c'est très dangereux. Parce qu'en fait, on entre là dans une espèce de
phraséologie, on transforme le problème, on transforme notre difficulté en des phrases, en des discours. Pour moi, c'est très dangereux. Attendez, je demande maintenant j'ai une question. Respire. Avant de vous laisser développer, hein. Ça veut dire que les maires qui n'ont pas fréquenté, qu'on a dans certaines communes d'arrondissement là, parce qu'ils sont je suis désolé, ils n'ont pas le droit d'y être. Non, du tout. Puisqu'ils On peut ne pas fréquenter, mais être éduqué. Avoir l'éducation politique. C'est ce que vous avez dit. Vous avez dit. Ce n'est pas dit qu'il n'y a pas parlé de diplôme. Non. Mais je veux être respectueux des règles de l'État. Je t'avais bien, monsieur le maire. On peut être poli, on peut être courtois, on peut être respectueux des règles sans forcément avoir. Je termine 2 secondes. Il y en a qui sont naturellement portés vers le respect des institutions. Non, c'est ça. C'est effectivement, vous avez institué un système qui favorise une aristocratie, cet élitisme. C'est-à-dire qu'il n'y a que les gens qui ont un certain niveau d'éducation qui ont droit à tout. Et ceux qui ne sont pas allés, qu'on a droit à rien de niveau d'intervention. C'est ce que vous faites, attendez, c'est ce qu'on ne se met pas dans laissez. On a vu à Mondé, vous c'est la salle de localité, quand on a pas le à manger, on chasse la politique, on devrait d'abord les autres, parce qu'ils connaissent les places, ça va pas écouter par le monde entier, c'est la phraséologie. Moi, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, et je dis, si vraiment l'éducation, la science politique, n'est-ce pas, si son importance dans la politique est ce que ça donne avec le RDPC. Je dis à un moment donné, peut-être qu'on n'a pas besoin de cette science politique-là dans la politique. Parce qu'on est vraiment désolé. On est déçu de tout ce que vous faites. Du résultat par le contre-vote. J'ai dit, et je termine en disant que moi, je suis contre toute forme d'obstruction à la démocratie. Et qui est pour ça? Et bien sûr, parce que vous empêchez les gens de parler. Pourquoi? Vous empêchez les gens de parler. On vous dit que la prise de parole est réglementée. Il y a un cadre. C'est que il y a des outils. Il y a des mécanismes. Ça s'appelle quoi? On dit tout le démocratie. Et personne l'a envoyé contrôler les hommes politiques. La démocratie n'est pas un endroit le conseil politique. Il y a une science, il y a une morale politique. Non, vraiment, je suis en Afrique. Je suis désolé. Non, je ne le fais pas pour vous. Je suis dire, non, je ne le veux pas. Je ne le veux pas pour mes frères. Il y a des règles. Non. Et qu'il faut on va faire parler les téléspectateurs à présent sur ce premier sujet. Waouh, très bien vêtu en cette soirée. Ondelo du PCR Nounou a subi des frustrations des autorités préfectorales. Simon, le président Tron que je retrouve en studio. Richard qui a toujours à dire pour une bonne gouvernance. On attend ton tour au Sombok. Monsieur le maire, grand prêtron du Rassemblement des danseurs et percussionniste nutritionnel dans une jouissance de prorogation. Ouais, après l'homélie du grand prêtron, attend-il que nous disions Amen, Minalmi. L'arrêté est une forme de brimade, comme son supérieur dans un vocabulaire zoologique et commercial. Voici que le préfet Tron, dans un syndrome de la déportation, prend le côté des résistants et ignorant le sien avec une horde de voyous à col blanc, nous privant de besoins primaires où l'on joue aussi un rôle trouble à l'ordre public pour nous conduire vers où. Ces autorités administratives sont à l'image des nazis. Et bientôt 6 décennies que je suis dans le Fundi et précisément non loin de ce marché, où irais-je si je suis déporté? Ouais, à qui vais-je laisser mes investissements? Et ma soeur Thomas Richard, toi tu vas être déporté avec ton whiteisage là au Canada. Vraiment, Rosalie, le niveau de tolérance au Cameroun atteindra un niveau où des personnes intelligentes seront interdites de toute réflexion pour ne pas heurter les médiocres. Au finish, tout Camerounais n'aura plus le droit d'exprimer son opinion vis-à-vis du régime en place qu'il nous baillonne une fois. Le feu Jean-Marc là avait écrit un ouvrage intitulé « Quand l'État pénètre en brousse ». Rosalie, nous y sommes déjà. Gauthier depuis le maillot d'Anaï, pas à Mendon de peur d'être expulsé.
Même là-bas. Bonsoir le plateau. Vraiment, je me demande pourquoi les gens du RDPC sont si ignorants. Je me demande si ces gens ont pensé qu'un jour ce pouvoir leur quittera. Comment peut-on être étranger dans son pays? Jusqu'à quand ce groupuscule de privilégiés vont écraser les Camerounais? Comment vous pouvez taper quelqu'un et l'empêcher de pleurer? Quel est ce pays où la honte n'existe pas? Monsieur le militant du RDPC, un jour vous rendrez compte. La nature fera le ménage. Vous êtes tellement arrogant au point d'empêcher les autres de parler sur le plateau. Aïdjo était bête pour vous passer le pouvoir. Aujourd'hui, c'est devenu l'affaire du clan. Rien, mais rien n'est éternel. Vous avez peur, mais rassurez-vous, ce soulèvement vous surprendra un jour et il viendra de là où vous attendrez le moins. Continuez de pousser le bouchon. Autre réaction, bonsoir ma très chère Rosalie, s'il te plaît, discipline le représentant du RDPC. Quand il parle, on l'écoute parce qu'il dit des vérités. Et quand les autres parlent, il fait tout pour les empêcher. Pour sa gouverne, qu'il comprenne que son parti gouverne mal ce pays. C'est Timothée Kanemi depuis Kekem qui nous écrit. Bonsoir ma rose préférée, j'ose espérer que tu ne seras pas expulsé du Fundi, notre nouveau Eldorado, car je suis en route pour t'y rejoindre. Je viens d'obtenir mon visa d'entrée. Je constate amèrement que nous sommes plus que jamais dans la bataille de 2025. Cela démontre manifestement que l'ordre régnant a des soucis énormes. Ils nous ont imposé la misère, ils ont dégradé notre société, inondé nos quartiers de Sinakba, des auberges, nos enfants sont des drogués. Voilà la société que nous lègue ce pouvoir en 40 ans de règne. Aujourd'hui, ils sont aux abois, nous interdisant même d'aller et venir dans notre propre pays. Bientôt même respirer, il faudra faire une demande, que Dieu nous protège. C'est Cyril qui nous écrit. Les gens du RDPC vont tout nous montrer. Ils vont déjà apprendre aux Camerounais à parler, à s'exprimer, à exprimer leur malaise avec des mots embellis. C'est grave, ces gars n'ont jamais aimé ce pays. C'est Daniel depuis Douala. Autre réaction, bonsoir chère belle-sœur, très jolie ce soir. En ce qui concerne l'arrêté du préfet du Fundi, nous connaissons que prévenir vaut mieux que guérir. En maintien de l'ordre, on dit prévenir avant de réprimer. Et en droit administratif, l'autorité administrative a le droit d'assigner un individu à résidence. Cette mesure de tenir un individu loin d'un lieu est possible. Même dans nos villages, on expulse les indésirables hors du village. Nous avons tous cette mesure dans nos villages. Si les opposants se reconnaissent dans cet arrêté, moi je n'ai entendu le préfet indexer quelqu'un. Comment les gens se reconnaissent donc? Il est donc à dire qu'il y a vraiment les agendas cachés, mais personne n'est en faire. Yaoundé abrite des institutions, mais c'est le village des gens bien connus qui ne se laisseront pas faire ou alors voir leurs enfants, grand-mère et grand-père mourir. Ils vont se défendre. À bon entendeur, salut. À un certain moment, chacun est responsable devant la loi. Ne parlons pas au nom du peuple qui ne nous a rien confié. Même en faisant ensemble, les peines sont partagées. Sachez que ce que nous dessinons au mur n'épargnera personne. Autre réaction, bonsoir madame, depuis 42 ans, monsieur Biana fait que piller le Cameroun avec ses affidés du RDPC. La preuve, tout un gouvernement est en prison. C'est le président qui est aux abonnés absents. Ce monsieur du RDPC qui donne le sens aux mots comme si nous autres avions fait l'école buissonnière est dans une incongruité sémantique à faire pleurer. Ce n'est pas possible. J'attends que le préfet vienne me mettre en exil au Cameroun. Sopfrika qui nous écrit depuis Douala. Bonsoir Rosalie, à votre panel. Sincèrement, est-ce que ce représentant du RTPC s'entend même parler, qu'il arrête de se montrer ridicule, ses enfants et sa femme l'écoutent à la maison. Cet arrêté est ridicule, point final et sans objet, parce qu'il y a des lois de la République qui encadrent ces délits. Les gens s'asseyent dans des bureaux payés par des contribuables pour ne rien produire d'intéressant. Le préfet ne sait-il pas que les ordures sont considérées comme un vecteur de trouble à l'ordre public? Charles, depuis Douala. Bonsoir Rosalie. À la lieu où vont les choses, allons-nous retenir que le président Biya a apporté la prospérité et la démocratie à la fin de son mandat? Je dis non. C'est Nanga Balthazar qui nous écrit depuis Yaoundé. Demandez au monsieur du RDPC pourquoi tout Camerounais peut voter, mais tout Camerounais ne doit pas prendre la parole pour les choses qui concernent le Cameroun.
Bonsoir, là, nous sommes en Côte d'Ivoire. Bonsoir, Madame Rosalie. Le préfet veut bâillonner le peuple camerounais. Avec cet arrêté, pour moi, c'est une répression et non une prévention. Il est en train de jeter de l'huile sur le feu. Le peuple camerounais est fatigué et aspire à un changement en 2025. Le préfet doit une hirondelle, ne fait pas le beau temps. Cet arrêté dû est lancé pour les leaders d'opinion. Tout le Cameroun n'est pas la pensée unique. La démocratie est un jeu au pluriel où chaque militant de tout bord doit s'exprimer librement. Attention au retour du bâton. Rosa, où est le fouet que vous parlez chaque fois pour châtier les responsables du RDPC qui refusent de voir la réalité et la souffrance des Camerounais en face? Qu'ils sachent qu'avant Biya, il y a eu Amadou Aïdjo. Doumbia depuis Abidjan qui nous écrit ce soir. Bonsoir Madame Guesselé et à tout votre panel. Le préfet du Fundi est un paresseux. Personne ne peut manifester au Cameroun. Dès que vous le faites, on appelle l'anti-émeute de la police pour disperser. Donc Madame Guesselé, si j'ai construit un Fundi, dès que je dis que Paul Biaten est incompétent, on me chasse de ma maison, et la honte. Les militants du RDPC, ils sont comme les fidèles des églises des réveils. Monsieur Toundé, nos chaînes privées ne seront pas comme la CIA TV, d'où on prépare les questions et les réponses en même temps. Faut souvent nous excuser, hein. Tout le monde ne peut pas utiliser l'euphémisme. Moi, j'attends seulement la réponse du professeur Bayebek, de Limbi Lobé, de Pierre Blériot Niemeng-Konotiala, depuis ACAC, qui nous écrit: bonsoir Rosalie, le monsieur du RDPC est venu pour troubler ton émission. Comment il ne peut pas laisser les autres parler sans les interrompre? Cette émission est suivie par tout le monde entier et c'est regrettable. C'est Roger depuis PK13 à Douala qui écrit: bonsoir Rosalie et à tout le panel. Panique dans la cité Yaoundé, suffoque tout le pays avec. 2025 c'est demain et le peuple souverain tranchera. Surtout si elle est calme et la Cour constitutionnelle joue franc jeu. Pourquoi n'a-t-on pas abrogé le mandat des députés? Pourtant c'est aussi possible si on avait un souci la paix au Cameroun. Achille depuis Fumbot. Est-ce que je vais aider tout le monde? Bonsoir Rosalie, le peuple est-il véritablement souverain? Je me pose réellement cette question. Est-ce que ces dirigeants savent même que c'est le peuple qui est souverain? Parce que si c'est le cas, c'est le peuple qui doit décider. Mais nous, peuple camerounais, constatons plutôt que c'est le gouvernement, les préfets, le président qui sont devenus souverains. Au lieu que c'est le peuple en tant que souverain qui doit décider, c'est plutôt ce peuple souverain qui est réprimé par ce régime. Honnêtement, ces dirigeants nous amènent à les fuir en 2025. Ils veulent déjà nous pousser à bout. Ils ne veulent même plus que nous, peuple souverain, nous exprimions. Même les médias, ils ne veulent plus. Et c'est dangereux. Là, je vais essayer aussi avec les SMS parce que les WhatsApp, il y en a beaucoup. Je ne peux pas sauver tout le monde. Il faut aussi faire plaisir à côté. Bonsoir le panel, monsieur le maire. Ouais, le père. Est-ce que la République de l'euphémisme du Cameroun, chacun s'exprime comme il peut. On va pas faire comme la chaîne nationale où on prépare tout à l'avance. Info TV, c'est la chaîne du peuple. Merci Maman Guesselin, merci à Info TV. Kansia depuis ACAC qui nous écrit: bonsoir madame. Est-ce que le monsieur du RDPC là sait que la route de l'ancienne belle famille de Biya est coupée complètement? Ça ne passe pas quand on va gréver. On va envoyer les serpents affamés. On doit, depuis une colassie, par à quoi lui qui nous écrit. Bonsoir Dame Rosalie, juste pour dire à monsieur le maire qu'aujourd'hui il rappelle avec insistance que la prise de parole est réglementée, mais le vote voudra les intellectuels comme les illettrés, parce que là nous devenons tous le peuple quoi. David depuis Kribi. Bonsoir le panel, très belle thématique. L'arrêté pris par le préfet du Fundi est inopportun et ramène la démocratie camerounaise 50 ans en arrière. Le RDPC est en train de sortir par la petite porte. Assumons la démocratie et la liberté qu'elle encourage. Si on nous chasse du Fundi, quel département nous recevra puisque le RDPC est partout? C'est une vraie connerie cette décision d'Ago depuis le Fundi justement. Bonsoir le panel, vraiment trop de faiblesse de la part de nos dirigeants. Le Camerounais est tellement patient. Imaginez un peu le réveil d'un volcan endormi. Tori depuis Kousséri. Bonsoir madame, demandez à monsieur le maire s'il est trop honnête ou tout ce qu'il a à faire est juste. Tapi Bernard depuis Kribi, n'appelez surtout pas uniquement des messages et des WhatsApp. Bonsoir le plateau, arrêtez de parler tous à la fois. Quand vous parlez tous, on ne suit pas.
Madame la présentatrice, si vous voulez qu'on suive souvent les émissions, il faut bien les organiser. Vous laissez le fossoyeur du RDPC couper la parole à l'autre sans votre permission. Il doit attendre, c'est vous qui donnez la parole. Merci de m'aider dans mon boulot. Bonsoir la Tata Nationale. Le monsieur du R fait du dilatoire. Ils vont payer pour le mal qu'ils ont fait au peuple camerounais pendant 42 ans. Nous sommes fatigués. C'est de ça qu'il s'agit. Bonsoir très cher René. Pour l'arrêté préfectoral, je rejoins ce qu'a dit monsieur Tobolbaya. C'est-à-dire, si les gens donnent les motions de soutien au président de la République, alors on n'empêchera pas. Mais si c'est le contraire, Achille Aimé depuis Yassa, Yatika à Dou, voilà, je vais m'arrêter. Vraiment, je vous aime beaucoup, mais ça va être compliqué de lire tous les messages. Hein. Bonsoir à vous tous, particulièrement à ce monsieur en costume. Bon, gars, j'ai 4 costumes sur le plateau. Lequel de costumes tu salues? En tout cas, directement de DA, je m'appelle Pégal Julien Maxime. Donc, si quelqu'un reconnaît Pégal, on a envoyé les cœurs avec les yeux comme ça. Donc, je ne sais pas. Apparemment, il y a quelqu'un en veste ici qui a déclenché une émotion à DA. Je prends une transition et je reviens. Vous êtes toujours sur Info Télévision, l'émission c'est le grand soir de lundi à vendredi. On prend beaucoup de bonheur à être à votre compagnie. Merci d'être autant fidèle à cette émission et d'être aussi nombreux à réagir. Vous voyez, je fais du mieux que je peux pour rendre solennel vos réactions, mais c'est pas évident parce que j'en reçois un minimum 500 par émission et j'ai beau donner tout le temps que je peux à la lecture des messages, je pourrai jamais finir. Donc, vraiment, ceux qui ne passent pas aujourd'hui, ne vous découragez pas. Demain sera un autre jour. On va parler à présent de l'industrialisation du Cameroun. Mon cher Angelo Choueli, je le disais en introduisant cette émission, c'est un souhait pour tout le peuple camerounais de voir le Cameroun devenir toute une machine industrielle. Ça pourrait donner du boulot, ça pourrait ouvrir des horizons. Et malheureusement, on a l'impression que ça n'avance pas rapidement. Qu'est-ce qui bloque la machine pour qu'on aboutisse pas cette industrialisation tant attendue, puisque ça va être le salut économique de ce pays? Madame Gesseler, déjà je vous dis, je suis heureux chaque fois qu'on m'invite dans votre émission, et je serai vraiment malheureux quand je serai du côté du N'Djamena. Parce que vous pourrez faire les messages, hein? Et puis nous on va introduire Skype et tout ça pour vous appeler la vidéo. Merci. Oh, Dieu merci. Donc, Dieu merci. Dieu merci. La technologie. On a parlé de communication dans le Fundi. Communication. Ouais. Tant qu'on le maintient ici, même par appel, vous pourrez. De là on va vous envoyer. Donc ceux qui sont en voie aussi avec vous. Vous allez le suivre. Et là ça va être compliqué. Parlant de l'industrialisation. Oui, Angelo. Vous prenez un enfant qui a fait la classe de 3e. Classe de 3e au Cameroun. Il a fait un cours sur la révolution industrielle. Nous tous, on a appris les préalables qu'il fallait. Oui. L'énergie était au cœur de la révolution industrielle. Quand ils ont découvert l'utilisation du charbon avec les moteurs à vapeur, c'était le boom. Nous avons été dans les universités. Moi, j'ai fait les sciences de gestion. On a fait économie du développement avec tous ces grands agrégés. Ils sont conseillers techniques dans tous les ministères. Ils savent le processus, comment il faut faire pour y arriver. Mais le malheur que nous avons, c'est que malgré tous ces agrégés et compagnies que nous avons conseillers techniques et ces politiciens du RDPC, la mise en œuvre des politiques publiques les dépasse. Que vous preniez le DSCE, que vous preniez le SND30, jetez un coup d'œil sur les questions d'énergie. Vous serez très déçus. Je vais vous faire une petite anecdote. En 2009, à l'UQAM a un projet d'extension avec le groupe Alcan. Mais pour grandir, parce qu'à l'UQAM c'est des milliers d'emplois, avec cette extension ça devait être des dizaines de milliers d'emplois. Mais à l'UQAM est buté sur un seul fait. À l'UQAM veut s'étendre, mais ils ont besoin d'énergie. La centrale qui est au niveau des DA, ils sont capables de l'utiliser entièrement. Vous savez ce qui a bloqué l'expansion d'Alukam? On leur a dit qu'il n'y a pas d'énergie. Si vous prenez la moitié même de l'énergie qui est produite à EDA, doit aller dans le noir. Vous avez parlé d'emploi tout à l'heure. L'industrie, c'est les emplois. C'est la transformation locale.
Mais l'énergie, je n'entre pas dans les routes, je n'entre pas dans les machines, puisqu'on peut trouver tout type de machines en Chine. Je ne parle même pas du capital que les banques peuvent mobiliser, je parle d'énergie, qui est le principal frein à l'industrialisation. Et quand on regarde ce qui se passe sur les questions énergétiques, vous êtes surpris. Faites une petite comparaison, nous sommes le deuxième potentiel hydroélectrique d'Afrique, parce qu'on parle d'énergie propre. Le premier potentiel, c'est le Congo. Il y a 40 ans, sur le fleuve Congo, on a fait un barrage. C'est un barrage de 1450 mégawatts. Il y a 40 ans. Il y a environ 20 ans, ils ont fait un deuxième barrage qui était de 4500 mégawatts. Actuellement, ils sont en train de penser à un barrage de 29 000, 39 000 mégawatts. Je parle de 39 000 mégawatts. Il y a 40 ans, ils faisaient un barrage de 1500, de 4500. Or, au Cameroun, la SND30 dit qu'à l'horizon 2030, ils veulent atteindre 5000 mégawatts. C'est parce qu'on se rend. Parfois, les Camerounais, même, ils pleurent les problèmes de famine. Oh, on n'a pas l'argent pour acheter le pain, pour acheter l'huile. Mais si ils étaient conscients de l'incapacité de ce régime, c'est qu'on ne parle plus, c'est que nous, les politiciens, on n'a plus besoin de parler. Que ça se fait comme ailleurs. On se lève tous comme un homme, on commence à pleurer. Assis, pleurer, les fesses, on pleure au sol, on pleure seulement. La SND30 projette 5000 mégawatts. Il y a 40 ans, au Congo, on a fait un barrage qui était 4500 mégawatts. Ils entrevoient des barrages de 39 000 mégawatts. Quand on a ce type d'ambition, on veut déjà s'industrialiser. Actuellement, l'industrie n'est pas encore au rendez-vous. On a compris. Après 2025, on espère que le papa là, et respectueusement papa, il faut partir. Il va partir. Merci. Un autre Camerounais va arriver. Respectueusement. Un autre Camerounais va arriver et on va commencer à rêver. Actuellement, on ne rêve plus. Comme ça, là. Simon Mambou, à votre avis, qu'est-ce qui freine l'industrialisation du Cameroun? Ou vous le rejoignez sur la question énergétique ou vous avez également une autre approche en plus? Bon, il n'y a pas que l'énergie, il y a plusieurs paramètres qui sont un frein justement au décollage industriel du Cameroun. D'abord, le problème au niveau de la formation, c'est-à-dire l'éducation, la formation. On a accès beaucoup plus à la formation au Cameroun, beaucoup plus à la bureaucratie. On a beaucoup plus d'établissements d'enseignement général et tout le monde rêve à aller simplement travailler dans la fonction publique. Personne ne pense justement à créer des emplois, à créer des entreprises. Maintenant, lorsqu'on parle après l'éducation, nous avons le problème de la justice. Lorsque vous avez un pays là où il y a des injustices sociales, je ne pense pas qu'un opérateur économique, fût-il étranger, sera intéressé lorsqu'il viendra au Cameroun investir, lorsqu'il n'est pas sûr que son investissement sera garanti par nos lois au Cameroun. Nous avons connu le problème avec Nextel et les Vietnamiens. Nous connaissons le problème avec un homme d'affaires, avec celui d'Afrique du Sud et consorts. Donc il y a ce problème de justice aussi qui pose parfois un problème. La corruption. Le Cameroun a été pendant un moment champion au niveau de la corruption. Ils ont tué champions, ils ont souvent corrompu. Voilà, donc, et justement, ça ne contribue pas à donner un climat, le climat des affaires au Cameroun. Et aussi, la longévité au pouvoir, il faut aussi le dire, parce que on n'a pas l'horizon au Cameroun pour la succession du régime actuel est flou, est sombre. Alors personne ne veut risquer de venir investir. Vous savez qu'on parle de succession seulement dans le cadre du royaume, hein? Vous parlez de succession en démocratie. En démocratie, c'est passer d'un régime à un autre. Nous sommes dans une monarchie. L'alternance ou l'alternative, bon, tout ça c'est un savant jeu de mots. Donc de toute façon, la transition, si vous voulez préférer le terme, la transition est floue. Il n'y a pas de perception, on n'a pas de traçabilité. Les gens ne savent pas ce qui peut advenir demain ou après-demain. Parce que, à défaut que le Cameroun puisse avoir une masse critique pour pouvoir développer l'industrie locale, les multinationales pouvaient venir justement investir au Cameroun. On a posé le problème tout à l'heure, mon compagnon, c'est pas d'énergie. Justement, je suis au courant avec l'affaire d'Arcan, de l'UQAM, avec Rion Tito, qui était obligé de partir parce qu'il n'y avait pas possibilité de pouvoir avoir de l'énergie pour développer l'industrie au niveau de l'aluminium, la production d'aluminium. Nous avons au niveau des finances, nous avons aussi un blocage au niveau des finances. Le Cameroun a plus des banques commerciales que des banques d'investissement. Lorsque même sur le plan local, vous voulez développer votre localité, votre potentiel économique, vous êtes obligé de faire recours au crédit. Lorsque vous allez pour faire le recours au crédit, il n'y a pas de banque d'investissement qui peut vous
d'octroyer un crédit conséquent. Vous allez vers les banques commerciales qui généralement vous posent d'abord comme préalable d'hypothéquer votre titre foncier. C'est-à-dire, on parle maintenant du foncier. Et c'est des prêts de court terme. Ce sont des prêts non seulement de court terme, mais avec des taux de pourcentage élevés. Maintenant, lorsqu'on arrive qu'il faut, pour avoir une garantie, d'avoir un crédit dans une banque, il faut avoir un titre foncier, un terrain. Ça ouvre la porte donc maintenant au titre foncier. C'est-à-dire à la guerre que nous connaissons tous ces temps-ci, avec des gens qui vont... La loi disait, le titre foncier est un document inaffectable, inaliénable. Aujourd'hui, on annule des dizaines et des dizaines, des centaines de titres fonciers. Selon les humeurs. Nous avons encore en mémoire l'histoire de Dicalo, là où on a déquerpi des populations, on les a renvoyées dans la rue, et ensuite, quelqu'un qui est venu s'arroger la parcelle de terrain, et ensuite, l'État encore est venu à essayer de remettre... Pareil pour ce qui se passe à la BAT aujourd'hui, au niveau de Bastos. Avec des personnes, une bagarre qui se passe autour de 9 hectares. Après, on dit... Donc, il y a ce problème foncier. Et ça ne se limite pas seulement parce que la finance a plusieurs branches. Il y a le problème au niveau de la douane. Nous avons qu'aujourd'hui, pour importer les machines venant de l'étranger, ça coûte extrêmement cher au niveau de la douane. Et aussi ça, parce que l'État n'a pas cette mesure d'accompagnement pour faciliter. Parce que tout ce qu'on dit, import, substitution, c'est du discours, c'est du pipeau, c'est du discours politique. Mais quand on va dans la réalité, c'est extrêmement difficile. À côté de la douane, j'ai parlé du crédit, j'ai parlé des impôts. Nous avons aussi cette pression fiscale ce chape de pression fiscale sur la tête des opérateurs qui les empêche à pouvoir, ne serait-ce que sur le niveau local, de pouvoir développer n'importe quelle matière parce que la production, l'exploitation de l'or est faite par des Chinois à l'Est, même si l'agrément est donné au Cameroun, à certains Camerounais. Je dis que ce que j'ai apporté par le ministère des Mines, l'exploitation du diamant, nous savons que ça ne appartient pas aux Camerounais. L'exploitation du fer de Banam, donc l'État du Cameroun est juste actionnaire, mais le gros, ce sont des étrangers. Donc nous avons ce problème-là. Alors qu'est-ce qu'il faut donc faire? La solution, c'est les politiques publiques. L'État peut créer des instruments de finances pour pouvoir accompagner les acteurs locaux. Au Cameroun, on ne peut pas parler de capital d'industrie, d'un capitaliste d'industrie. Nous avons beaucoup plus, pas d'hommes d'affaires, nous avons beaucoup plus excusez-moi l'expression, des bayam-salam. Pourquoi on doit vous excuser? C'est une expression. La plupart des hommes d'affaires, lorsqu'on fait la liste des hommes d'affaires au Cameroun, nous avons beaucoup qui font beaucoup plus dans. Ils achètent et ils viennent simplement revendre. Donc faire la revente. Personne ne produit. Les seules industries ici au Cameroun, ça ne peut être que les sociétés brassicoles. Et notez très bien que, si vous remarquez, tout a augmenté au Cameroun, sauf le prix de l'alcool. Richard Tobolpaï, à votre avis? Alors, je pense que j'ai une grille de lecture qui s'articule essentiellement sur 2 points. Le premier, c'est un manque de volonté politique. Et je le dis parce que quand vous lisez le livre de M. Biya, intitulé « Pour le libéralisme communautaire », quelque part il a dit, je paraphrase, parce que je peux me tromper, je peux faire dire comme ça, il a dit nous n'allons pas nous endetter vaille que vaille pour créer des usines. Parce que la création d'une entreprise ne signifie ni transfert de technologies, ni impulsion de développement. Et il a rajouté, je paraphrase toujours, que lui, il mise plus sur le développement culturel. Donc, lui, il est un homme de culture. Donc, autrement dit, lorsque vous voyez des grandes usines, ça n'impressionne pas bien. Lui, donc, en fait, c'est qu'en fait, il a une philosophie politique où d'aucuns pensent que, en réalité, la création des richesses, la création des entreprises ne profite en réalité qu'aux détenteurs de capitaux. Par exemple, si quelqu'un vient à l'UQAM, les investisseurs qui venaient là, ils vont générer beaucoup de richesses et de l'emploi, mais la population ne bénéficie qu'à une petite quantité, mais les vrais gagnants, c'est eux. Donc, il y a donc des hommes politiques qui ont une philosophie de cette manière-là que vraiment, nous préférons la promotion de la culture. Ça veut dire que nous allons créer un environnement qui permet à l'individu de se développer au plan, le développement personnel. Bien, par exemple, va vous créer beaucoup d'universités, il va fréquenter. Si tu trouves quelque chose à faire là, t'es épanouir. Bref, en gros, voilà sa philosophie. Donc, il faut dire que industrialisation, avec M. Biya,
C'est pas Par exemple, même si prévu, vous donnez 50 ans, c'est pas vous bientôt. Je vais le dire comme ça. Ce n'est pas qu'il ne va pas créer des entreprises, mais quand tu rentres dans le fond de sa pensée politique, ce n'est pas une priorité, et il ferait même exprès de ne pas mettre l'accent sur ces points-là. Donc ça, c'est ce que moi, j'ai remarqué de prime abord. Le deuxième élément, c'est justement, de manière globale, le chapeau qu'on considère comme le climat des affaires, comme mes copains les bien frères. Mes prédécesseurs l'ont dit, et je vais insister par exemple sur un point, en l'occurrence l'accès au financement. Parce qu'en fait, le facteur limitant majeur, le premier élément qui bloque le développement économique dans notre pays, c'est l'accès au financement. Parce qu'en fait, notre tissu industriel est beaucoup plus constitué de PME, de petites et moyennes entreprises. Et ils ont des difficultés, enfin, ces PME-là ont des difficultés à accéder au financement. Parce que les grosses banques, les grandes banques qui peuvent ne sont pas intéressées par leurs demandes. C'est petit ce qu'ils demandent. Donc c'est pour ça qu'ils sont les grandes entreprises qui peuvent facilement avoir accès à ces financements-là. Donc c'est un vrai problème. Donc c'est pour ça qu'il a évoqué quelque chose de très important, créer des banques d'investissement. Parce que la plupart de nos banques de finance, ce n'est pas les start-up. Tu as une idée de projet, c'est difficile d'avoir un financement. Parce que la banque veut des garanties. Il veut que ce soit une activité qui marche déjà et qui a des garanties que c'est rentable et qu'il est sûr qu'il peut récupérer son argent. Sinon, tu n'auras pas cet argent-là. Donc, tant qu'on n'a pas au préalable mobilisé les fonds nécessaires pour financer les PME, pour financer les start-up autres, c'est compliqué. Donc, accès au financement, premier problème. Deuxième problème, les impôts, comme il a dit tout à l'heure. Parce que, de manière pratique, il y a plusieurs fourchettes de prélèvement de ces impôts. Mais les entreprises qu'on peut considérer comme des entreprises qui doivent faire partie de ce qu'on appelle le tissu industriel ont un prélèvement qui se situe autour de 5% du capital. Bon, et en fait, ça varie entre 2% et 2 à 5% du capital, quel que soit le taille de votre entreprise. Ça se situe à ce niveau. Mais sauf que, dans notre pays, les conditions de production ne garantissent un bénéfice que de l'ordre de 1 à 2%. Donc, quand vous engagez une entreprise, la garantie des bénéfices que vous pouvez avoir, c'est de 1 à 2% de votre capital. Et pourtant, les impôts veulent nous dire, nous voulons 2 à 5%. Pire encore, ces prélèvements d'impôts-là, il le faut en début d'année. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte des difficultés que l'entreprise pourrait potentiellement rencontrer et autres là qui pourraient compromettre. Bref, ça fait en sorte que l'entreprise se lance. En début d'année, en janvier, il vient, il prend les impôts, il prend les 5% de son chiffre d'affaires et il peut rencontrer des difficultés si bien qu'il tourne à perte. Donc ça fait qu'en fin de compte, ils se sentent obligés de délocaliser des parties, même celles qui étaient venues. Donc ça, c'est un élément majeur. Notre compte fiscal n'est pas adapté, n'est pas incitatif. Ça n'incite pas, ça n'attire pas. Donc c'est un gros problème. Je vais terminer pour ne pas être long. Sur d'autres, il y a par exemple le route. Si par exemple vous avez un investisseur, quelqu'un qui veut faire un investissement dans l'agriculture et que la plantation se trouve, je ne sais pas moi, dans quel village, il n'y a pas de route. Il ne va pas d'abord venir créer une route de plus forte. Ce n'est pas bon. Donc c'est un facteur limitant. L'accès à l'énergie. Nous avons un potentiel l'hydroélectricité de l'ordre de 25 000 mégawatts. Et aujourd'hui, notre pays a déjà produit c'est moins de 2% de ce qui est déjà fait. Qu'on mobilise l'Ompanga, c'est autour de 300-400 mégawatts. L'Ompanga, c'est 33 mégawatts. Ce qui est déjà, mais le potentiel en fait. L'installation des autres c'est 33 mégawatts. Voilà, donc ils disent que c'est un barrage retenu. Le maximum, ce sera 33 mégawatts. Voilà, 250, tu exagères. De toute façon, dans certains, ils disent que bon, on peut créer, bref, il y a des choses dans les choses. Bref, ça ne donnera pas grand-chose. Tous les médias, on s'est beaucoup endetté pour créer cette histoire de l'Ompanga qui fait aujourd'hui beaucoup de gaffes. Parfois, l'on fait les souris, ça ravage les plantations et ça fait beaucoup de gaffes. Et aujourd'hui, vous avez le projet de l'homme des Natigal. Ça va donner, je crois, autour de 400 mégawatts également, autour de 400 mégawatts. Donc ça ne suffit même pas en réalité pour la demande d'une seule entreprise qui fait dans la métallurgie, dans le fer. La quantité d'énergie demandée est très importante. Par exemple, comme on l'a dit comme tout à l'heure, il y a des entreprises qui vont demander les 350 mégawatts. Donc ça fait problème. Donc il faut donc reviser toutes ces politiques et autres là pour, je termine avec un exemple en rapport avec la Constitution. 30 secondes. Un entrepreneur de New, vous avez quoi, New Inubu,
dans la zone de Bafia. Il a dit Voilà, le Mbam et Inubu. Voilà, je m'excuse, le Mbam et Inubu. Et donc, il avait une entreprise, il faisait dans la transformation du bois, disons comme ça. À un moment donné, ça marchait bien. Mais, quand l'affaire a commencé à devenir un peu intéressant, les ailes administratives. Donc, il se rend compte que quand il a chargé sa cargaison, quand il a voulu transformer le bois, qu'il lui a amené chez ses distributeurs, enfin, chez ses clients, il n'a pas livré, il faut qu'il verse la part du sous-préfet, il faut qu'il verse la part du maire, il faut qu'il verse la part du commissaire, du commandant de brigade, de toutes les autorités de la ville. Sinon, son véhicule ne va pas sortir de la ville. Et quand il prend même la route, à chaque contrôle, il y a déjà un montant qui est établi. Voilà, donc on ne vérifie rien du tout. Ça fait en sorte que quand il finit de faire ses ventes, c'est un bénéfice, c'est au maximum 10 à 20 000. Il a dit, je travaille pour qui? Il a fermé. Donc, corruption, climat des affaires et les impôts, manque d'accès à l'électricité, manque de volonté politique. Avec monsieur bien, avec le RDPC, il n'y aura pas d'industrialisation. Je suis désolé. Bon, 3 minutes ne peut pas me permettre de parler de ces choses. Tu crois que tu as fait seulement 3 minutes? Je suis désolé. Non, il n'y a pas de souci. Sinon, tu aurais interrompu si ce n'était pas intéressant. De mon point de vue, il faut dire qu'il y a au moins 3 facteurs qui bloquent le développement industriel. Oui. Le premier facteur, il est historique. Et quand je parle de l'histoire, je mets là-dedans l'impérialisme, la colonisation. Le Cameroun, ou du moins l'Afrique en général, a beaucoup souffert de la colonisation. Et il faut être myope. Ou alors, peut-être qu'il ne faut pas être attentif pour ignorer les affres de la colonisation sur nos mentalités, dont les conséquences se poursuivent jusqu'aujourd'hui. L'une des conséquences a été évoquée ici, c'est la corruption. Pourquoi on est corrompu? Les causes remontent à des décennies très lointaines. La colonisation nous a beaucoup créé du tort. Lorsque j'ai parlé de ce facteur historique, je peux me revenir au facteur culturel. Tout à l'heure, j'ai été d'accord quand M. Tobolbaï a évoqué la pensée économique ou politique du président Biya, parlant du livre, excellent livre qu'il a écrit. C'est malheureusement que très peu de personnes ont perçu le sens. Parce qu'en fait, ce qu'il a dit, sans aller très loin, il pose en fait la question de qu'est-ce que le développement? Qu'est-ce que c'est développer? Comment le chef de l'État camerounais a compris le développement? Il a commencé à dire quelque chose qui va dans ce sens. Parce que, dites-vous bien, on s'est beaucoup plus fourvoyé à penser que c'est développer sera effectif quand on aura vu ces grandes industries, quand on aura vu ces gratte-ciel. Pourtant, le président Paul Biya est dans une conception d'ouverture. Voilà pourquoi, et il faut le relever à ma télévision, le rôle de nos États, ou du moins du Cameroun, n'est pas de mettre en place en lui en tant qu'État des industries. Le rôle de l'État du Cameroun est de faciliter. C'est donc ce qu'il ne fait pas. Je vous ai écouté, après on va dire que je vais vous interrompre. Le rôle de l'État a toujours été un facilitateur. L'État n'a pas pour mission de construire des industries ou des usines. Je suis désolé. Donc, et justement, c'est là où se pose encore un autre problème de l'instruction et de l'éducation, et il a relevé quelque part ce volet social. Parce que, contrairement à ce qu'ils ont dit, qu'il n'y a pas de mécanisme, que les bonnes institutions, c'est du pipeau, je dis que non, c'est de l'ignorance. Il m'est arrivé de participer à des ateliers où il y a une brave dame au Cameroun qui promeut le Made in Cameroun. Mais je lui avais fait comprendre que madame, ce n'est pas une nouveauté. Le Cameroun ne fait que faire ça depuis des années à travers les mécanismes qui sont mis en place. Je vous assure, prenez toutes les lois de finances depuis au moins 2015. Vous allez vous rendre compte que dans toutes les lois de finances, depuis 1992, il y a des mécanismes d'accompagnement des opérateurs économiques en termes d'importation. Je vous ai écouté, s'il vous plaît. En termes de ceci et de cela. Mais ils ne sont pas nombreux à capter ces opportunités.
Et on peut comprendre, parce qu'il y a le facteur culturel, les gens ne sont pas portés peut-être à faire des choses beaucoup plus, à prendre des risques. Est-ce que l'Africain, le Camerounais, est quelqu'un qui est porté vers le risque? L'affaire, c'est le risque. Tout à l'heure, il a dit quelque chose qui m'a intéressé quand il évoquait justement l'accès au financement. Mais le rôle d'un État est justement de créer, et lui-même l'a dit, il y a à multiplier des établissements. Il est question de vous donner à vous les outils, de pouvoir vous développer intellectuellement pour développer le pays. Le rôle de l'État n'est pas de créer des industries. Il est question de former le citoyen. C'est à travers les citoyens que nous se développons. C'est lorsque nous aurons formé des hommes d'affaires capables de prendre des risques qu'on va avoir un système. Il faut d'abord que le comprendre également le secteur donné. Pour que le privé... J'aurais dû vous interrompre quand vous parlez. Vous ne savez pas très bien. Parce que vous mettez tellement de choses qui ne sont pas vraies. C'est pas vrai. Je vous ai écouté, soyez poli. Je peux commencer à faire ça quand vous donnez la parole. Ça veut dire pas ça. Mais vous l'avez tellement fait. Je ne l'ai même pas fait comme vous parlez. Donc, retenez pour ma part qu'il y a ce facteur historique qu'il ne faut pas négliger parce que nos mémoires ont subi fortement situation. Même les politiques que nous faisons, nous voyons aujourd'hui, ont des relents de la connaissance qui démontrent. Et puis, il y a les facteurs exogènes. Je peux vous assurer que la crise financière internationale a toujours été un frein à la volonté politique qui est au Cameroun. Il y a pas mal d'initiatives qui ont été prises, mais qui sont freinées à cause de la volonté financière. L'agence de gouvernement d'investissement au Cameroun. L'excel allez voir le million, la seule gouvernement a eu un investissement colonial pour remettre dans les entreprises. Mais j'ai pris part à des réunions d'évaluation où on a essayé de comprendre et de voir quel impact l'agence pour l'investissement a eu au Cameroun. Vous allez vous rendre compte que malgré la batterie des mesures, malgré les lois de station à l'investissement, très peu de Camerounais ont saisi l'opportunité, soit par ignorance, soit parce que leur culture d'affaires ne leur permet pas de prendre ce risque. C'est à quoi il ne faut pas négliger de relever la corruption qui gangrène notre pays et qui est le fait de tous les Camerounais, public comme privé. D'accord. La tutelle des mairies ne peut pas attirer l'attention des exécutifs municipaux du département du Fundi sur l'insalubrité criante qu'on observe avec tous les corollaires sur la santé des populations. Rosalie, pourquoi aimez-vous insulter les Camerounais? Peut-on parler d'industrialisation sans au préalable résoudre la question énergétique? C'est M. Zigli qui pose la question. On va en Italie retrouver Basile Ndobo. Bonsoir Rosalie au panel. Je suppose que ta question est rhétorique, hein, parce que toi-même, si tu dois citer ce qui coince, tu risques d'être la première victime du préfet. Savez-vous que près de 50% des produits de nos champs n'arrivent pas sur le marché? On a vu un ministre fournir des jouets aux étudiants jusqu'à appeler ça HPB. Alors que le 5e de cet argent aurait pu monter des usines, ne serait-ce que le montage d'ordinateurs plus performants. Nos dirigeants ont fait le choix de la facilité parce que ça leur permet de s'enrichir, en plus du manque d'énergie, avec des barrages très mal conçus et d'infrastructures de communication avec des ministres état d'achèvement, le système scolaire inapproprié. Ouais, Aïdjo, et tu ne pouvais même pas aller jusqu'à 1990. Ça a dit aucun laissé les problèmes. Bonsoir le grand soir. Le représentant du RDPC est convaincu qu'il ne peut pas convaincre les Camerounais. Lui-même, il est convaincu. Michel, depuis Magda. Bonsoir madame. Je vous remercie d'avoir laissé ce temps de parole au jeune frère Tobolba et au monsieur avant lui. Bonne gestion du débat. S'il vous plaît, arrêtez la coupure de parole du jeune frère Tobolba. On veut écouter tout le monde. On va RCA, bonsoir Rosalie, dites à tes invités un peu de retenue à l'encontre du président. Quand le président Amadou Ahidjo quittait le pouvoir et remet le pouvoir à Biya, il avait combien des universités?
Belinga RCA qui nous écrit l'industrie au Cameroun, on continue à nous mentir concernant l'énergie depuis des lustres. Notre gaz est dilapidé, les autorités n'ont pas réussi à l'acheminer dans tous les pays et faire des petites centrales thermiques par endroit, c'est uniquement un problème de manque de visibilité et de volonté. C'est Massoma qui nous écrit depuis Douala. On est arrivé au terme de cette émission. Merci à monsieur le maire Eugène François Toundé, on le rappelle, conseiller municipal dans la mairie de Bangassina. Il a été la voix du RDPC sur ce plateau. Deux hommes politiques, Richard Tobolba et à côté de lui, bien entendu, Angelo Toueli et bien sûr le président du parti UPA, Simon Mambou. Merci à vous quatre. En face de moi, il était toujours à son poste, Ismaël, derrière les caméras. Fernand Guy a mixé cette émission pour vous à la maison et bien entendu Belvas l'a réalisé. Amine Louga s'installe pour le journal en anglais. Quant à vous, je vous retrouve demain avec le même bonheur lorsqu'il sera 17h.